Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Le programme aujourd'hui est La République française, troisième partie. Mon invité est Thomas Pépin-Le Haller. Thomas Pépin-Le Haller est un ressortissant français qui a vécu toute sa vie en France. Après son baccalauréat, il est devenu instructeur de tennis et spécialiste des premiers secours. Aujourd'hui, il est blogueur avec des idées précises sur la politique française et l'économie. Il collabore avec inutilejournal.blogspot.com. Bonjour Thomas. Bonjour Richard. Thomas Pépin-Le Haller, rappelle-nous le nom de ton blog s'il te plaît. Donc c'est le journal inutile de Figaro, c'est journal inutile blogspot.com. Très bien. Non, plutôt c'est inutile journal, pardon, c'est l'inverse. Le lien, l'adresse URL, c'est inutile journal blogspot.com. Parfait, ok. Quelle est la situation, Thomas, aujourd'hui du coronavirus ou du Covid-19 en France? Vous avez été lourdement touché il y a 3 mois. Qu'en est-il aujourd'hui et quand penses-tu que le pays va s'ouvrir complètement comme avant? Alors en fait, la courbe de la présence du virus ne cesse de baisser. C'est ce qu'on voit par rapport aux admissions à l'hôpital en fait et en réanimation. Donc on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont admises. Donc la courbe ne cesse de baisser, mais c'est le cas dans tous les autres pays européens. Ce n'est pas que la France, c'est une courbe même mondiale, sauf dans certains pays en dehors de l'Europe où là ça remonte un peu comme au Brésil par exemple. Mais sinon, si on regarde les pays occidentaux, il y a une baisse régulière, continue de la présence du virus en France. Mais il est toujours présent et donc il faut toujours se protéger. Alors là, Macron a réouvert l'économie. On est tous passés en zone verte, parce qu'avant, l'Île-de-France restait en zone orange, alors que le reste de la France était en vert. Mais le problème, c'est qu'il y a les distances barrières, les mesures barrières, les distances de sécurité qui doivent être appliquées. Et par exemple, les restaurants qui ont rouvert, eh bien, ils doivent respecter une distance. Donc, il y a moins de tables, il y a moins de couverts. Et donc, ils travaillent à 50%, ils ne travaillent pas à 100%. Et c'est un vrai problème parce que s'ils sont sous le seuil de rentabilité, ils vont perdre de l'argent. Ils vont travailler à perte. Donc il faut qu'ils puissent rouvrir à 100%, sans distance. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent avoir autant de tables dont ils ont besoin pour vraiment avoir le maximum de capacité d'accueil, ce qui n'est pas le cas. Donc certains restaurants préfèrent rester fermés que d'ouvrir. Est-ce que tu penses que les propriétaires de ces établissements, est-ce qu'ils vont baisser les loyers ou baisser le prix de vente de la propriété? C'est ça, c'est ce qu'il faudrait. C'est qu'en fait, ils baissent les loyers puisque les rentrées financières ont baissé de 50%. Il faudrait aussi qu'ils baissent les loyers de 50%. Ce serait la solution. Parce que là, pour l'instant, sinon, ils vont travailler à perte. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de restaurants qui ne vont pas rouvrir pour le moment parce que s'ils ouvrent, ils vont travailler à perte et ça va leur coûter plus cher que de rester fermés. Ils vont perdre de l'argent. D'accord. Alors, donc, en fait, pour résumer un petit peu… l'économie n'est pas repartie à 100%. Ok. Mais pour résumer un petit peu, alors, où qu'on soit en France, dans la ville ou dans la campagne, il faut se balader avec un masque, au moins à disposition, lorsque nous sommes en contact avec des gens. C'est ça? Exactement. Même quand on est dehors, quand on entre en contact avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, il faut porter un masque. Et quand on rentre dans un endroit fermé, avec des gens à l'intérieur, là, il faut tout le temps avoir un masque aussi. Donc en fait, comme le virus est toujours là, même si chaque semaine, il recule, il est de moins en moins présent sur le territoire français, mais il est toujours présent. Et donc, il y a toujours le danger, il y a toujours le risque d'attraper le virus. Même si le risque diminue, il est toujours là. Donc, il faut tout le temps mettre un masque dès qu'on entre en contact avec quelqu'un. Ça, c'est la sécurité, la prévention. Il ne faut prendre aucun risque. Voilà, tant que le virus est toujours là et tant qu'on n'a pas de vaccin. Oui, exactement. Et moi, je pense qu'il faut porter toujours le masque sur la bouche. Bien sûr. Et lorsque nous sommes en situation intérieure, lorsque nous sommes à l'intérieur, il faut couvrir le nez aussi. Mais pas tout le temps le nez, parce que sinon on ne peut pas respirer.
Mais oui, exactement. C'est-à-dire que, en fait, les projections, elles viennent de la bouche. Donc déjà, on protège les autres en mettant un masque devant la bouche, mais il faut aussi quand même se protéger le nez parce que, évidemment, le virus peut rentrer par la respiration. Si on a des projections de salive, on va respirer le virus. Donc, il faut quand même protéger le nez aussi, mais surtout dans les lieux fermés. Dans les lieux fermés, c'est vraiment dangereux. Ok, alors nous allons passer à un autre sujet. Il y a 3 jours, dimanche 14 juin, c'était le 74e anniversaire du grand Donald Trump. Comment a-t-il géré la politique américaine dernièrement, selon toi, et penses-tu qu'il sera réélu, vu qu'il est assez mené, il menait assez sévèrement dans les sondages par Biden, qui est assez aimé, lui, par le public, quoi. Je pense que Trump a pris les bonnes décisions, c'est-à-dire qu'il voulait réouvrir l'économie le plus rapidement possible. Il était contre le confinement généralisé parce que le confinement général de la population, l'arrêt de l'économie, peut créer beaucoup plus de morts que le virus lui-même. Ce sont des morts sociaux. Donc ça peut être beaucoup plus dangereux que le virus lui-même. Donc il ne fallait pas fermer complètement l'économie. Alors il y a eu une fermeture de l'économie, mais pas totale. Et il a rouvert le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, pour limiter la casse sur le plan économique. Donc il a pris la bonne décision. Il n'a pas fait comme en France, où on a confiné pendant 2 mois. Ça, c'était vraiment la mauvaise solution. Et Trump, donc, a pris la bonne décision de rouvrir l'économie le plus rapidement possible. Donc, moi, j'ai aucune critique à faire sur sa façon de gérer cette crise du coronavirus. Et ensuite, sur Biden, Biden n'a pas le niveau, on va le voir dès que la campagne électorale va débuter, Biden n'a pas le niveau pour contrer Trump. Dès qu'il y aura des débats entre eux, et on le verra aussi dans les meetings, ça n'est pas un bon orateur. Il est mauvais orateur et mauvais débatteur. Et on va le voir tout de suite. Et donc Trump va prendre le dessus très rapidement et va ridiculiser Biden lors des débats. Donc Biden, pour l'instant, est populaire, mais parce que la campagne n'a pas commencé. Mais dès que la confrontation va commencer, Biden va s'effondrer sur lui-même. Il va s'effondrer immédiatement. Donc les sondages aujourd'hui, plusieurs mois avant, puisque c'est le 3 novembre, les sondages aujourd'hui n'ont pas de sens. La campagne n'a pas commencé, donc ça ne veut rien dire. Est-ce que tu penses que le Parti démocrate va faire en sorte qu'il reste toujours dans sa cave, un peu caché du public, pour que justement il ne fasse pas de débat avec Trump? C'est exactement ça. C'est-à-dire que Biden n'est populaire que quand il ne parle pas. On ne le voit pas, il ne parle pas, là il est très populaire. Mais dès qu'il va commencer à parler, dès qu'il va commencer à montrer sa nullité, son incapacité, alors là il va s'effondrer dans les sondages. Voilà, il est populaire parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne dit rien. Donc là il est très populaire. Mais sa popularité, elle repose sur une seule chose, c'est le rejet de Trump d'une partie de la population. Donc c'est une popularité par défaut. Mais dès qu'il va se mettre à parler, les gens vont voir tout de suite que c'est un incapable, que c'est un nul et qu'il n'a pas du tout le charisme et le caractère pour être président des États-Unis. Il n'a pas de niveau. C'était le vice-président d'Obama, mais il n'a pas de niveau pour être président. D'accord. Donc, il n'a aucune chance de gagner. Alors, regardons un petit peu la France. Parlons un peu du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il s'est prononcé récemment sur la police française. Peux-tu, Thomas Pépin-Le-Haller, résumer et commenter ses dires, s'il te plaît? Alors moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la déclaration de Castaner quand il a dit « Au moindre soupçon avéré de racisme, il y aura une sanction. » Mais par définition, un soupçon ne peut pas être avéré. Il n'y a que les faits qui peuvent être avérés par des preuves matérielles. Un soupçon ne peut pas être avéré. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un soupçon? On n'a pas de preuve, c'est juste une suspicion. Et lui, il a carrément dit, au moindre soupçon, il y aura une sanction. Et après, il s'est excusé en disant, je ne voulais pas dire soupçon, je voulais dire au moindre fait avéré. Mais c'est trop tard, la connerie a été dite et le mal a été fait. Ouais, il a dit. C'est quelqu'un qui a montré son incompétence. Et il a aussi dit une autre chose. Il a dit, et ça c'est encore plus grave, il a dit que le droit passait après l'émotion. Il a dit l'émotion est supérieure au droit. Il faisait allusion aux manifestations Black Lives Matter, les manifestations anti-blancs, parce qu'en fait, ce n'est pas des manifestations antiracistes.
ils disent que ce sont des manifestations antiracistes. Mais en réalité, ce sont des manifestations anti-blancs. Le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement anti-blanc et anti-police. Ouais. Et donc, Castaner a osé dire que l'émotion était supérieure au droit. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'on est en colère, on a le droit de tout faire. On a le droit de violer la loi, on a le droit de violer le code pénal, on a le droit de manifester alors que ce sont des manifestations interdites, des rassemblements interdits. Eh bien, on a le droit, sous prétexte qu'on est en colère, qu'on est ému, eh bien, on peut tout faire. Donc, finalement, l'émotion est supérieure au droit. Donc, il a nié l'état de droit. C'est quand même très grave. Il a nié la loi et l'état de droit. Donc, il a fait 2 déclarations absolument scandaleuses qui ont mis la police contre lui. Il s'est mis la police à dos et c'est tout à fait normal avec ces 2 déclarations qui sont totalement scandaleuses. C'est-à-dire qu'il prend la défense des voyous. Il prend la défense des délinquants contre la police, contre l'ordre, contre la loi et contre le droit. Oui, enfin, c'est un petit peu la même chose ici, sauf que ça change un peu. Par exemple, samedi soir, le 13 juin, il y a eu la mort d'un noir, Richard Brooks, ici en Amérique, un suspect qui a saisi une arme taser d'une policière et ensuite a essayé de l'utiliser contre elle. Un autre policier, sans savoir que le suspect tenait le taser et pas une arme à balles, un autre policier a tué le suspect, Richard Brooks. Maintenant commencent les manifestations. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Eh bien là, c'est caractéristique. C'est-à-dire que les Afro-Américains font exprès, c'est vraiment une stratégie en fait, ils font exprès de déclencher une interpellation musclée pour ensuite dire, vous voyez, les policiers sont violents et racistes. Mais c'est eux qui déclenchent, c'est eux qui provoquent l'interpellation musclée. Et quand ils sont interpellés, ils se débattent. Ils opposent une résistance physique. Donc forcément, les policiers, ils sont bien obligés d'utiliser la force pour neutraliser le délinquant. Donc là, le délinquant, c'est encore pire. Il a carrément volé le taser et il a pris la fuite avec le taser. Donc là, il a commis 2 infractions. Il a pris la fuite et il a volé le taser. Donc les policiers n'avaient pas d'autre solution que de l'abattre. Ils ont fait leur job, ils ont fait leur travail, c'est tout à fait normal. Et c'est toujours comme ça aux États-Unis. Un délinquant qui essaye de prendre la fuite, il est abattu par la police, c'est tout à fait normal. Parce qu'il refuse d'être interpellé, il refuse d'être arrêté. Il a commis un délit, il est arrêté et il prend la fuite. Et en plus, il vole le taser, qui est une arme. Donc c'était tout à fait normal qu'il soit abattu. Mais ils essaient de dire qu'il a reçu la balle dans le dos et donc on l'a tué dans le dos. Mais bon. Mais ça, c'est normal mais c'est normal puisqu'il prend la fuite. Donc forcément, la police ne peut tirer que dans le dos. Puisqu'il s'enfuit, il ne peut pas lui tirer de face. Le policier ne pouvait pas lui tirer de face puisqu'il prend la fuite en courant. Donc forcément, il tire dans le dos. Il n'a pas d'autre solution. Il tire dans le dos pour arrêter. C'est ce qu'on appelle un tir d'arrêt. En termes militaires et en termes policiers, ça s'appelle un tir d'arrêt. C'est-à-dire qu'il tire sur la personne pour la neutraliser. Donc là, en l'occurrence, il a abattu la personne avec son arme de poing, avec son pistolet. Il a abattu le délinquant. Donc forcément dans le dos. Ce n'est pas une légitime défense, c'est abattre un délinquant qui prend la fuite et qui veut se soustraire à l'arrestation de la police. Donc c'est tout à fait normal. C'est une procédure normale. Mais on ne le fait pas en France. On le fait aux États-Unis, on ne le fait pas en France. D'accord. Mais suite à la mort de George Floyd il y a 3 semaines maintenant, Breonna Taylor et d'autres Noirs, nous avons vécu des émeutes terribles aux États-Unis. Suite à cela, il y a la naissance d'un mouvement débourser ou defund la police. En France, vous avez votre Adama Traoré. Pourrais-tu nous parler de la sécurité policière et de la police en général en France? Alors, la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qui soutient la police.